Santé au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le programme d'investissement public est en cours d'élaboration. Il est question de parvenir à réaliser les ambitions de la feuille de route gouvernementale grâce à ce nouveau programme. Les détails dans ce journal. Financement additionnel pour le projet des filets sociaux et services de base. Désormais, il prendra en compte 125 000 ménages dans tout le pays. Un bonheur pour les bénéficiaires à sélectionner. Et puis, après la détection de cas de grippe aviaire dans le Thône, les producteurs sont appelés à respecter de nouvelles mesures de biosécurité. Des mesures à découvrir dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Les travaux d'élaboration du programme d'investissement public PIP pour la période 2023-2025 ont été lancés le 31 janvier dernier à Lomé. Des travaux lancés par le secrétaire général de la présidence, Mme Ablamba Arufavi Johnson, au nom du chef de l'État. Il s'agit d'arrimer les projets du PIP aux ambitions de la feuille de route gouvernementale. Voyons cela avec Ramdan Bassina. Le programme d'investissement public 2023-2025 sera élaboré dans le respect des réformes introduites dans la programmation des investissements publics suite au séminaire gouvernemental des 25 et 26 juillet 2021 à Kara, sous la présidence du chef de l'État, Faurisos Mnanya Singbe. Au cours de ce séminaire, les membres du gouvernement ont été également instruits sur la nécessité d'un suivi rapproché et régulier des actions planifiées par leurs départements respectifs, en l'occurrence celles relatives à l'inclusion sociale, couvrant les secteurs sociaux, à savoir la santé, l'éducation, l'eau et la protection sociale, conformément à l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale. Il s'agit conformément à la nouvelle dynamique d'aligner systématiquement les projets du PIP avec les ambitions de la feuille de route, de respecter le cadrage budgétaire dans l'inscription des besoins d'investissement au PIP, d'augmenter le financement des investissements publics en recourant aux apports du secteur privé afin de soulager les financements publics et d'éviter la répétition des mêmes investissements dans le PIP en renforçant la coordination entre les ministères. Il est également prévu dans ce sens l'élargissement du champ du PIP aux collectivités locales, aux entreprises publiques et aux partenariats publics-privés. Madame Sandra Blamba Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République, a invité les secrétaires généraux, les responsables de planification et des affaires financières des départements ministériels et des institutions de la République à s'approprier le PIP 2023-2025 en vue de disposer d'un programme d'investissement public à même de contribuer à une croissance forte et à un déploiement accru des services sociaux de base au bénéfice des populations au moment où notre sous-région fait face à la menace du terrorisme et de l'extrémisme violent. Elle a renouvelé sa gratitude à tous les acteurs de la chaîne de programmation, d'exécution et de suivi des projets d'investissement pour leur engagement dans la planification et la gestion des projets de développement. Les nouvelles réformes introduites dans le cadre de l'élaboration du PIP 2023-2025 témoignent de la volonté du chef de l'État Faurisos Mnanya Singbe de promouvoir l'orthodoxie financière ainsi que le développement économique et social du Togo. La mise en œuvre du projet filets sociaux et services de base FSSB pourra se poursuivre désormais. Un financement additionnel vient d'être octroyé par le gouvernement, élargissant ainsi le projet à 125 000 ménages sur toute l'étendue du territoire national. Les précisions depuis Atapamé de Silver Abdou. De 2018 à 2021, ANADEB, Agence nationale d'appui au développement La Base, a mis en œuvre le projet filets sociaux et services de base FSB, dont l'une des composantes est le transfert monétaire. Un projet dont les résultats sont palpables sur le terrain. Ils ont eu des ressources, 15 000 francs tous les trimestres pendant 2 ans. Ceci leur a permis de faire face à leurs besoins d'alimentation, aux besoins d'éducation de leurs enfants et aux besoins de santé. En plus, certains ont pu initier des petites activités génératives de revenus. Certains ont entrepris l'élevage des poules, des volailles ou du petit ruminant.
Avec l'impact du projet aujourd'hui à terme, le gouvernement étend l'action à 125 000 autres ménages, d'où un financement additionnel de 18 milliards financé par la Banque mondiale, l'AFD et l'État togolais. Cette phase additionnelle concerne 879 villages issus de 100 cantons sur toute l'étendue du territoire national, y compris la zone urbaine, c'est-à-dire le Grand Lomé. Le gouvernement a entrepris d'aller plus loin, embrasser ou bien accompagner 125 000 ménages dans 100 cantons en milieu rural et dans le Grand Lomé. C'est ça la spécificité pour le financement additionnel filets sociaux services de base, où nous aurons 75% des bénéficiaires qui sont en milieu rural et 25% en milieu urbain. Le milieu urbain va se résumer au Grand Lomé, c'est-à-dire les préfectures d'Aguenivé et du Golfe. Dans les plateaux, ANADEB procède déjà au tirage des bénéficiaires concernés. Elle prend en compte 195 villages, dont 117 bénéficiaires directs, tous issus de 13 cantons. D'où cette présence des autorités locales pour assister au tirage et s'enquérir des villages éligibles. Dans chaque canton, nous devons tirer 9 ou 15 villages, dont 9 qui seront bénéficiaires. Les 6 autres seront sur la liste d'attente. Et le premier village au niveau de chaque canton va bénéficier des transferts monétaires pour les ménages. Et également, ces ménages vont bénéficier d'un accompagnement pour leur inclusion économique. C'est-à-dire qu'on va accompagner, on va travailler de façon spécifique avec la formation en développement d'affaires pour aider les ménages de ce village à identifier des activités génératives de revenus. La mise en œuvre de cette phase additionnelle, 18 mois, elle consiste à améliorer le quotidien des ménages à faible revenu à travers des transferts monétaires de 15 000 francs par trimestre, mais aussi amener les ménages à entreprendre des AGR relatives aux réalités de leur milieu. Un herbier est une source d'information sur la diversité végétale et un outil d'enseignement et de recherche. Les spécialistes du domaine de 6 pays d'Afrique veulent aller vers la numérisation et la mise en réseau de leurs données. Et une rencontre est ouverte justement depuis hier à Lomé avec pour objectif de favoriser le développement de systèmes régionaux d'information sur la recherche. Les précisions dans ce reportage signé Christine Pechekialode. Les armoires dans cette salle à l'université de Lomé contiennent des échantillons de plantes pressées sur papier. Ce sont des herbiers. Ce spécimen a pour nom scientifique le Disotis. Il est récolté en 1983 dans la région des Savanes. On compte ici plus de 16 000 herbiers, un patrimoine scientifique et une mémoire végétale des peuples. Un herbier, c'est d'abord une salle dans laquelle vous allez trouver ce qu'on appelle des spécimens, c'est-à-dire des échantillons de plantes. Vous prenez une plante avec les dispositions standards, vous étalez la plante sur du papier pour que quelqu'un qui ne connaît pas la plante puisse, à partir de votre herbier qui doit contenir tous les organes de la plante, puisse reconnaître cette plante. Le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon et la Guinée-Conakry disposent également d'herbiers nationaux. Les différents responsables veulent mutualiser les efforts et faciliter le partage d'informations. Ils travaillent à établir un réseau informatique d'herbiers africains. C'est un outil d'aide à la décision, donc ça permettra de mettre certaines espèces sur la liste rouge pour dire attention, ces espèces-là sont trop exploitées, faisons attention. C'est pour voir comment on peut mettre les données d'herbiers, de nos herbiers, ensemble et pouvoir échanger aussi bien sur le plan scientifique que sur le plan de la recherche. L'initiative a reçu l'appui financier de l'Union européenne à travers le système mondial de l'information sur la biodiversité, GBIF, qui met en œuvre le programme sur la biodiversité pour le développement, BID. La promotion de la biodiversité, ou plutôt du bio, c'est l'objectif de certains producteurs togolais. Ils produisent sainement pour une meilleure santé des consommateurs. Samuel Bekou est l'un de ces producteurs. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de sa ferme? Visite guidée dans ce grand format signé Ulrich Amiga. Une petite musique dans sa voiture pour se détendre en attendant d'arriver dans sa ferme. 2 kilomètres à parcourir pour Samuel. Quelques minutes après, le voici arrivé. Pas de temps à perdre,
On se met en condition. Ok, c'est bon. On y va. Toujours accompagné de son épouse et de ses 2 ouvriers. Ils font le tour de cette bananeraie. Les plantains, par exemple, sont sur 2 hectares. Au départ, c'était autour de 5000 pieds. Bon, maintenant, ça s'est multiplié. On peut avoir jusqu'à 25 000 pieds qui sont sur le terrain. Cette ferme est consacrée à la production de tout ce qui est fruitier, céréalier, tout ce qui est produits maraîchers et tout ce qui est tubercule. Nous sommes sur le point de commencer la construction des poulaillers. C'est en tout un espace de 10 hectares. Ici, l'on retrouve de la banane plantain, du maïs, une portion réservée au maraîchage, de la papaye solo, du curcuma. Ici, c'est la fiente qui va se décomposer. Après décomposition, on va l'utiliser pour mettre comme de l'engrais sur les plantains et autres. Nous utilisons des composts et nous avons aussi appris à utiliser des insecticides biologiques et des pesticides biologiques fabriqués localement. Tout ceci alimenté en eau depuis ce barrage avec un système de pompage solaire. La quarantaine, gestionnaire de formation, avait bien des raisons de s'y lancer. Nous avions constaté que les gens mangent mal. Et nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on va faire comme solution? Proposons quelque chose. On ne va pas seulement dire aux gens, mangez bien, mais il faut proposer une alternative. Donc nous, notre défi, c'est de promouvoir la consommation du bio au niveau local. Une chose est de produire bio, l'autre est de pouvoir écouler cette production. En la matière, Nadia, son épouse, sait assumer ce rôle de commercial. Après la récolte, nous faisons la distribution. Les commandes se font avec le marketing sur les statuts. Nous avons aussi commencé la transformation. Nous faisons des chips de bananes plantain avec de l'huile de coco. Et ces chips, elles ont déjà pris l'avion pour aller en Belgique, en France, à Bamako, en Guinée. 2 ans déjà que cette ferme bio a été mise en place. En 2 ans, il y a eu des avancées, mais le promoteur voit grand dans le futur. En saison normale, saison de culture, nous avons au moins une quinzaine d'employés qui sont permanemment ici, qui sont logés ici, qui travaillent pendant des mois. Et il y a au moins 2 personnes qui sont permanemment là, qui servent de gardiens, qui font les petits travaux, et une personne qui vient en supervision. Nous voulons d'ici les 8 prochaines années atteindre 300 hectares d'exploitation. C'est donc un rêve devenu réalité pour Samuel et son épouse. Une ferme bio dont ils profitent et dont les populations peuvent elles aussi profiter pour s'assurer une alimentation saine. Plus d'entrée ni de sortie de volailles dans la préfecture de Thônes. La mesure devra au moins durer 1 mois. Elle fait suite au cas de grippe aviaire détecté dans la localité. Et dans un communiqué conjoint, le gouvernement appelle les éleveurs donc au respect des mesures réglementaires pour booster hors de nos frontières, ce virus. Le compte rendu avec Ekwi Salah. Le communiqué est conjointement signé par 3 ministères. Le ministère de la Santé, celui de l'Environnement et de l'Élevage. Il fait état de la mortalité des volailles dans plusieurs localités des préfectures de Tandouaré et Thônes dans la région des Savanes. Une mortalité attribuée d'après les investigations aux maladies respiratoires. Mais ce n'est pas le cas à Touaga, dans la banlieue de Dapaon, où les résultats des échantillons d'une ferme avicole semi-moderne ont été positifs à la grippe aviaire. Le ministère chargé de l'élevage a alors déclenché le plan opérationnel de riposte en prenant toutes les mesures conservatoires pour pouvoir maîtriser le foyer et surtout mettre la préfecture en quarantaine pour éviter les mouvements de volailles venant de la préfecture ou rentrant dans la préfecture pour nous rassurer pendant un temps de 30 jours que le virus est effectivement maîtrisé. En plus de cette disposition, le gouvernement prône le respect scrupuleux des mesures de biosécurité et d'hygiène dans les fermes. Il appelle les éleveurs à se conformer aux tests réglementaires y afférents. Tous ces éleveurs doivent avoir une autorisation
et un agrément d'installation, ce qui permet aux services techniques de suivre cet élevage, de leur prodiguer les conseils nécessaires et de les accompagner quotidiennement dans la gestion de leur exploitation. Que ce soit les petits ruminants, que ce soit le gros bétail, il doit avoir une identification des animaux, il doit avoir un fichier qui permet aux services techniques d'avoir un répertoire de ces élevages et nous permettre de bien mailler le territoire dans la mise en place de la couverture vaccinale, de la couverture thérapeutique et autres dispositions techniques. La seule manière de pouvoir arrêter l'infection, c'est le respect scrupuleux des mesures de biosécurité et les mesures hygiéniques. Récemment, les cas de grippe aviaire ont été également détectés et maîtrisés dans la région maritime et les victimes indemnisées. Cette indemnisation mise en place par le gouvernement se fera désormais sur la base de l'agrément reçu par les éleveurs. Les fermes sans autorisation d'installation n'y seront pas éligibles. Santé à présent, mais santé humaine à présent, avec la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo à ce jour du mercredi 2 février 2022. Le nombre de cas confirmés s'élève à 36 538. 7 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 33 116. 219 nouveaux guéris enregistrés depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 3154 et le nombre de décès est de 268. Un communiqué du ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et pour tenir compte de la lutte contre la propagation de la pandémie à la COVID-19 qui sévit et qui continue de sévir, le 17e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation, Feu Gnazingbe et Yadema, de vénérée mémoire, sera célébré cette année de la façon suivante. Vendredi 4 février 2022. Prière musulmane à 13h dans les mosquées des chefs-lieux de préfecture en mémoire du Père de la Nation. Dimanche 6 février 2022. Prière chrétienne dans les églises et temples des chefs-lieux de préfecture pour la même intention. Il est à noter qu'il n'y aura pas de veillée le 4 février 2022 et pas de célébration publique au Palais des Congrès de Kara le 5 février 2022. Et c'est un communiqué du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Payadoa Bopessi. Hors du Togo, on en sait un peu plus sur ce qui s'est réellement passé hier en Guinée-Bissau. Une tentative de coup d'État avortée a visé le président Umaro Sissoko Embalo. Bilan, 11 personnes tuées, dont 4 civils. Ce que l'on pense être une tentative de coup d'État en Guinée-Bissau a échoué. Après avoir échappé mardi à un coup de force, le président Umaro Sissoko Embalo a déclaré aux journalistes que la situation était sous contrôle, qualifiant cette tentative d'attaque ratée contre la démocratie. Lors de l'avant-première du Conseil des ministres, je n'aurais jamais pu imaginer que le président de la République, le commandant suprême des forces armées, le Premier ministre et tous les autres membres du gouvernement soient surpris par des tirs d'artillerie lourde, de mitrailleuses et d'AK-47. La fusillade a duré 5 heures afin de secourir le commandant suprême. Mardi, des assaillants armés ont attaqué le palais du gouvernement de Guinée-Bissau pendant plusieurs heures alors que le président et le Premier ministre se trouvaient à l'intérieur. Les auteurs de l'attaque n'ont pas été immédiatement identifiés, mais le président a déclaré qu'elle était liée aux décisions qu'il avait prises, notamment pour lutter contre le trafic de drogue et la corruption. Il y a des morts, mais je ne sais pas, parce que le président a été entre le feu et le fer pendant 5 heures, et je ne pouvais pas imaginer combien. Mais il y a des morts, il y en a beaucoup, c'est vrai, d'un côté et de l'autre. La Guinée-Bissau a connu 4 coups d'État militaires depuis que le pays a obtenu son indépendance du Portugal en 1974. Le dernier putsch date de 2012. En 2014, le pays a promis de revenir à un gouvernement constitutionnel, mais il a connu peu de stabilité depuis lors et les forces armées jouissent d'une influence considérable.
en République démocratique du Congo, on apprend une nouvelle tuerie dans la nuit de mardi à mercredi en Ituri. D'après les sources locales, le bilan est très lourd. On parlerait de 59 morts. Et lourd bilan également toujours en RDC après la chute d'un câble électrique dans un marché de Kinshasa. 26 personnes sont mortes électrocutées. Une enquête est ouverte pour établir les responsabilités de l'accident. Au moins 26 personnes sont mortes mercredi par électrocution dans un marché de Mongafula, une commune de Kinshasa, la capitale de la RDC. Le drame a été provoqué par la chute d'un câble à haute tension dont la partie chargée d'électricité est tombée dans un caniveau rempli d'eau de pluie qui déborde sur le marché Matadi-Kibala. Les victimes sont en majorité des vendeurs du marché, mais aussi des acheteurs et autres passants qui avaient les pieds dans l'eau. Les câbles de la SNEL, la Société nationale d'électricité de la RDC, mal entretenus et souvent dénudés selon des habitants de Kinshasa, constituent un réel danger pour les populations. Autre danger dans la corne de l'Afrique et précisément en Éthiopie. Il s'agit de la sécheresse qui menace les populations. Les enfants sont les plus touchés. Ils souffrent de malnutrition. Scénario quasi similaire qu'en 2011. L'Éthiopie est l'un des pays de la Corne de l'Afrique le plus touché par la sécheresse. Ce petit village en est la preuve. Il est situé dans la zone de Koraé, à l'est du pays. Il abrite des milliers de personnes déplacées par les conditions climatiques extrêmes et qui se trouvent aujourd'hui au bord de la famine. Et les enfants ne sont pas épargnés par cette insécurité alimentaire, comme l'explique cette mère de famille. Mon enfant souffre et nous rencontrons des difficultés. J'ai quitté mon village ce matin et je suis venue ici. Je suis venue chercher des médicaments pour mon enfant. Il a été examiné et d'après le diagnostic, il souffre de malnutrition. Il a reçu des médicaments ainsi que des repas nutritifs. J'ai été accueillie avec beaucoup d'attention. L'UNICEF soutient en coordination avec le Bureau régional de la santé le déploiement de cliniques mobiles dans le cadre de la prévention, de la détection précoce et du traitement des enfants souffrant de malnutrition aiguë. En 2011, une grave sécheresse avait entraîné la mort de plus de 260 000 personnes selon l'ONU. C'est quasiment le même scénario qui se joue aujourd'hui. Selon l'UNICEF, plus de 6 millions de personnes en Éthiopie devraient avoir besoin d'une aide humanitaire d'urgence dans les prochaines semaines. Retour en page nationale où le 6e tirage du jeu SMS Quiz Timoni de Togocom a été réalisé et les heureux gagnants ont reçu leur prix. Occasion également de réaliser le 7e tirage et c'est le dernier virage. Mais notez qu'il y a encore 7 millions de francs CFA de lot à gagner pour les participants abonnés Timoni. Voyons cela avec Marie-Thérèse Nabédé et Sandra Aziagbi. Une semaine après le 6e tirage du jeu SMS Quiz Timoni de Togocom, les lauréats reçoivent leurs récompenses. Des lots journaliers de 25 000 francs CFA et des dotations Timoni hebdomadaires de 20 000 à 100 000 francs CFA. Nous sommes pratiquement dans le dernier virage dans le cadre du jeu Quiz Timoni qui a suscité beaucoup d'engouement et a fait beaucoup d'heureux gagnants. Il a été distribué dans le cadre de ce jeu déjà 13 millions de francs CFA. Il reste encore 7 millions à distribuer, y compris 2 iPhone 12, 2 tablettes d'une valeur de 500 000 francs chacune. Pour les heureux gagnants de ce 6e tirage, la joie est au rendez-vous. Comme quoi, Togocom surprend agréablement ses abonnés. Je tenais à dire sincèrement un grand merci à Togocom. Je ne m'attendais pas au fait que j'allais gagner cette somme. Vraiment merci. Et j'encourage aussi la population de continuer toujours par jouer. Pour moi, je ne croyais pas. Parce que franchement, quand on m'a appelé, pour moi, je vais voir. Je suis arrivé là, bon, c'était pas de la blague. Togocom, quand tu parles, il réalise. Moi, je ne voulais pas jouer personnellement. Il y a ma soeur qui m'a encouragée de jouer. Et puis j'ai essayé. Voilà, on m'a appelé pour me dire que je suis heureuse gagnante.
de lot de 100 000 francs CFA. Donc, je pensais que c'était de la blague. Mais une fois arrivé ici, ben voilà. Cette cérémonie de remise de prix est couplée du 7e tirage SMS Quiz T-Money. Les lauréats recevront leur lot le jeudi 5 février prochain. Le jeu se poursuit et des lots restent à gagner. Abonnez T-Money, tentez votre chance. Le message est donc passé. Les sports à présent, sachez que 9 fédérations et une association sportive ont reçu leur agrément et également la délégation de pouvoir du ministère des Sports. Et c'était cet après-midi au cabinet du dit ministère. Le compte rendu avec Laurent Oumavon. Quelques soucis techniques donc, et avant de revenir donc sur cette remise d'agrément, je vous donne cette information que vous connaissez sûrement déjà. On connaît donc le premier finaliste de la CAN 2021. Il s'agit du Sénégal qui a battu le Burkina Faso par 3-1 en seconde partie. Et le rendez-vous est pris pour demain 19h pour le duel Cameroun-Égypte. Eux sont déjà rentrés au bercail. Il s'agit des Scorpions de la Gambie, mais loin de l'ambiance de tristesse après leur défaite, c'est plutôt en héros qu'ils ont été reçus et accueillis à Banjul. Et c'est tout un peuple qui célèbre la bravoure de l'équipe gambienne pour sa première participation à la CAN. La sélection gambienne est rentrée mercredi à Banjul après sa participation à la CAN 2021 au Cameroun. C'est en chant et danse que les Scorpions ont été accueillis à l'aéroport international de la capitale gambienne. Pour une première participation, les Scorpions ont atteint les quarts de finale de la compétition. Aller aussi loin, c'est ce à quoi personne ne s'attendait. C'est quelque chose, vous savez, ça va être historique. On ne peut pas dire grand-chose, mais dans l'histoire du football gambien, personne ne va nous oublier. Un parcours historique, malgré la défaite aux portes du dernier carré, face au Cameroun par 2-0. C'est fou. Ça vous montre l'amour. Ça vous montre l'amour, le bonheur que nous avons apporté dans leur visage. Nous ne pouvons pas dire grand-chose, mais juste merci beaucoup. Les Gambiens ont créé la sensation au Cameroun en dominant la Tunisie et la Mauritanie avant de faire jeu égal face aux Aigles du Mali lors de la phase de poule. En 8e de finale, les Scorpions avaient mordu les Guinéens. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.